TF1 20h avec Roger Giquel. Pétrole, interview exclusive de Cheikh Yamani à TF1. L'Arabie ne pourra empêcher la hausse du brut, c'est aux Américains et aux Européens d'économiser le pétrole, sinon ce sera la dépression. Élections européennes, les socialistes lancent un appel solennel aux communistes pour qu'ils cessent leurs attaques. Les ministres RPR du gouvernement réaffirment leur soutien à Raymond Barre. Sécurité sociale, les difficultés continuent, un trou de 11 milliards prévu pour fin juin. Bonsoir. Décidément, les sujets de ressentiment contre les États-Unis s'accumulent en Europe après le coup du dénigrement involontaire, dit-on, de l'Airbus dans la foulée de l'affaire des DC-10 américains. Voilà que Jimmy Carter sort de sa boîte à malice une prime aux spéculateurs du pétrole. En effet, hier, il lançait un appel aux pays producteurs du pétrole pour qu'ils soient raisonnables dans leurs prix. Appel qui a été reçu par ces mêmes producteurs dans une totale indifférence, et même plus. L'Iran a annoncé tout à l'heure des augmentations de plus d'$1 de ces barils de pétrole. Mais en même temps, on apprenait que Jimmy Carter offrait une prime de $5 par baril aux pétroliers américains quand ils se porteront acheteurs sur les marchés libres européens, donc sur le fameux marché de Rotterdam en particulier, où le pétrole vaut déjà 2 fois plus cher que le cours normal. Cette subvention va naturellement encourager la hausse sur le marché libre, en réduisant les quantités disponibles. Raymond Barre a dit tout à l'heure à la Baule que c'était un très grave sujet de préoccupation pour la France. Un sujet de préoccupation qui s'ajoute à beaucoup d'autres. La conjoncture n'est pas bonne, a reconnu le Premier ministre. Les pays occidentaux ne connaîtront pas d'amélioration avant 2 ans, et pourtant, il l'espérait bien, cette amélioration de la conjoncture, au début de cette année. Nous allons revenir dans un instant sur la politique américaine du pétrole, une politique du chacun pour soi dans la crise mondiale de l'énergie. Mais sur cette crise qui est réelle et qui obscurcit de plus en plus l'horizon de l'Occident, je vous propose un témoignage exclusif pour TF1. C'est l'interview du Cheikh Yamani, le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite. Une interview recueillie par Jean-François Delassus, que vous entendrez intégralement ce soir dans notre magazine L'Enjeu à 21h40. Pour l'instant, contentons-nous de cet extrait qui constitue un véritable avertissement. Pouvons-nous compter sur une augmentation de votre production? Je ne dis pas non. Si nous pouvons faire quelque chose pour éviter une crise économique mondiale, nous le ferons, mais ce sera uniquement temporaire. Le prix du pétrole augmentera contre notre bonne volonté et ce sera à cause de votre conduite, parce que vous n'avez rien fait pour réduire votre consommation d'énergie. Je m'attends à une récession en Occident. Cela est parfaitement clair pour moi. Vous ne pourrez pas l'éviter. Nous vous avons donné une leçon en 1973 lors de la guerre du Kippour et vous n'avez rien appris. Maintenant, une autre leçon se présente, mais en Occident, vous essayez d'enfuir la signification. J'espère que vous allez apprendre, parce que si vous ne changez pas votre style de vie en Occident, et spécialement aux États-Unis, j'ai bien peur que ce ne soit non pas la récession, mais l'effondrement. Voilà, l'avertissement est clair. Et en fait, c'est surtout aux Américains, vous l'avez entendu, que le Cheikh Yamani s'adresse, parce que leur consommation d'énergie par tête d'habitant est très supérieure à celle de n'importe quel autre pays. Il reconnaît que l'Europe fait des efforts, mais pas les États-Unis. Faisons-nous réellement des efforts en France? Un ministre, en tout cas, le dit, c'est André Giraud, ministre de l'Industrie. L'objectif, c'est que chaque pays fasse son devoir en face du rééquilibrage entre l'offre et la demande. Et la France a, je crois, le premier prix du point de vue de la faible consommation de pétrole par tête d'habitant et par unité de produit national brut parmi les pays industrialisés. Le ministre a fait aussi ce commentaire tout à l'heure à l'AFP. Pour cet été, chez nous, pas d'inquiétude, l'approvisionnement sera normal. Il n'y aura donc pas de rationnement de l'essence. Pour cet hiver, il y a davantage d'incertitudes, a-t-il ajouté. Ce qui signifie, je suppose, qu'on peut se préparer à un renforcement du rationnement du fioul
pour le chauffage dans nos maisons et dans nos appartements. Alors voyons maintenant comment les Américains justifient leurs subventions aux compagnies qui achèteront sur le marché libre européen, procédé qui a amené les graves inquiétudes et les protestations des pays de la communauté. Raymond Barre s'en est encore inquiété tout à l'heure à Lyon, il y a quelques minutes. La France a effectué des démarches pour obtenir des explications à Washington. De Washington, justement, notre correspondant permanent, Dominique Bomberger, puis la conclusion de François de Closet sur toute cette affaire. Protestation ou pas des Européens, il est très peu probable que le gouvernement américain revienne sur sa décision de subventionner l'importation de mazout et de gazole. D'abord parce que les États-Unis ont désespérément besoin de ces produits et que les stocks atteindraient aujourd'hui seulement la moitié de ce qu'ils étaient l'année dernière à la même époque. Or, à peu de temps des récoltes, le président et candidat Carter, qui a pris des engagements très nets vis-à-vis des agriculteurs américains, ne peut pas admettre de voir les moissons interrompues à cause de l'absence de combustible. De surcroît, le blé, le soja et le maïs sont les seuls produits stratégiques dont dispose l'Amérique pour intervenir sur les marchés mondiaux. Le nouveau slogan ici est « Un boisseau de grains contre un baril de pétrole ». De même, le fioul domestique risque de manquer l'hiver prochain. Ensuite, parce que les Américains ont le sentiment qu'on leur a fait une mauvaise manière de l'autre côté de l'Atlantique. Les produits pétroliers des Caraïbes, qui se dirigeaient autrefois vers le marché libre de New York, prennent de plus en plus le chemin de celui de Rotterdam, à cause de la flambée des prix qui s'y est produite. En somme, le raisonnement serait ici, ce n'est pas nous, c'est vous qui avez commencé. Mais je crois que nous assistons à un changement considérable dans la situation pétrolière mondiale. Voyez-vous, en écoutant tout à l'heure à l'enjeu l'ensemble des déclarations de Sheikh Yamani, vous découvrirez que l'Arabie saoudite, en refusant d'aligner le prix de son brut sur les prix pratiqués par les autres pays producteurs, et cela par volonté de réduire la hausse des prix du pétrole, l'Arabie saoudite perd chaque jour 20 millions de dollars. Et pendant ce temps-là, on apprend que le président Carter, lui, accepte de provoquer délibérément une hausse de 5% sur le marché libre d'abord, mais qui, selon toute vraisemblance, se répercutera sur le marché officiel, cela afin de ne pas demander aux Américains de mettre un terme à leur gaspillage effréné d'énergie. Et pourquoi l'Amérique peut faire cela? Eh bien, parce qu'elle paye son pétrole avec du dollar papier qu'elle imprime elle-même, c'est-à-dire finalement un peu comme si elle ne le payait pas. Il y a là une situation qui ne pourra pas durer. Donc ce que l'on découvre, c'est que l'affrontement pétrolier fondamental qui jusqu'à présent était entre pays producteurs et pays consommateurs va se doubler d'un autre affrontement entre les pays consommateurs qui, eux, n'émettent pas les dollars et doivent payer le pétrole au prix fort et les États-Unis. Bon, alors si je comprends bien, François de Closet, vous rejoignez un peu le sentiment commun qui dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que cette pénurie artificielle du pétrole? Il y en a, c'est un jeu, cette pénurie, et le jeu est aussi financier sur l'or et sur le dollar. Il y a toujours beaucoup de spéculations dans les questions pétrolières. Mais pour ce qui est de savoir s'il y a pénurie ou pas, c'est très simple. Ou bien le pétrole est produit dans le monde au rythme où nous, occidentaux, nous le désirons. Et alors, nous aurons du pétrole. Ou bien il est produit au rythme qui correspond aux besoins en dollars des pays producteurs. Et alors, il n'y a pas assez de pétrole. C'est aussi bête que ça. Est-ce qu'on produit le pétrole en fonction des besoins de l'Occident ou en fonction des intérêts des États producteurs? Les DC-10, oui, il faut y revenir un instant sur cette affaire des DC-10. Des inspections ont lieu partout dans le monde et ensuite les avions reprennent l'air. Pourtant, aux États-Unis même, entre 15 et 20 DC-10 resteront immobilisés au sol. On a découvert de nouveaux défauts sur ces avions, sur le système de fixation des réacteurs. La plupart des autres DC-10 n'ont pas présenté d'anomalies trop inquiétantes, selon les autorités fédérales américaines, qui a cependant décidé de renforcer sa réglementation générale sur les DC-10. Désormais, ils devront tous être inspectés tous les 10 jours ou après 100 heures de vol. Plus que jamais, dans la campagne pour les élections européennes en France, le débat, ou plutôt la polémique, porte sur les questions intérieures, sur les rivalités entre les partis politiques. C'est ainsi que le Parti socialiste a adressé à son ex-partenaire, le Parti communiste, une déclaration solennelle pour lui reprocher son acharnement et sa violence. Dans le camp de la majorité, ce sont les ministres RPR du gouvernement qui ont pris position aujourd'hui, mais tout à fait sur la pointe des pieds, vous allez le voir, sans doute pour ne pas faire de vagues. Les ministres RPR soutiennent l'action de Raymond Barre, sans dire nettement qu'ils désapprouvent M. Chirac. Ils saluent
le courage et la détermination exemplaire de Raymond Barre, sans faire allusion au fait qu'il soutient politiquement Mme Simone Veil, comme ce soir à Lyon, au cours d'un grand meeting. Le Journal des Européennes, avec le service politique de TF1, Bruno Mazur, Patrice Duhamel. En fin d'après-midi, Raymond Barre, élu du département du Rhône, est venu soutenir personnellement Simone Veil lors d'un grand meeting organisé à Lyon auquel participaient de nombreuses personnalités régionales de la majorité, dont Antoine Pinet. Voici deux extraits des interventions de Mme Simone Veil et du Premier ministre. Et je regrette que dans cette élection, où il n'est pas question de politique intérieure, mais bien de dimension internationale de la France, certains n'aient pas compris qu'en attaquant le président de la République, c'était en réalité la France qu'ils attaquaient et qu'ainsi ils diminuaient la France au moment où, au contraire, il faut lui donner toutes ses chances. Nous savons, nous, que l'Europe que veut faire Valéry Giscard d'Estaing, ce n'est pas pour défaire la France, mais c'est pour la parfaire. Ce débat se déroule dans la confusion. Il a, dès le départ, été dévié de son objet. Il apparaît comme le champ clos des oppositions intestines, des ambitions, des frustrations, des médiocrités et, hélas, des bassesses. Et je viens ce soir faire appel à la lucidité, à la volonté et à l'espérance qui doivent soutenir et inspirer la grande entreprise de l'Union européenne. La lucidité, nous en avons besoin. Nous en avons besoin à l'égard de cette Europe que nous construisons. Jacques Chirac, devant les journalistes économiques et financiers, admettre le chômage comme une fatalité, c'est prendre un risque extraordinaire sur le plan économique et politique. François Mitterrand au journal Le Monde. Comment le PC pourrait-il entraîner durablement 20% des Français dans l'isolement où ils semblent se délecter? Ce matin, le bureau exécutif du PS avait solennellement dénoncé, je cite, les procès d'intention, les attaques personnelles et les mensonges du PC. Cet acharnement antisocialiste ne profite qu'à la droite. C'est Lionel Jospin, numéro 2 du PS, qui a donné lecture de la déclaration officielle du bureau socialiste. Que veulent donc les dirigeants du Parti communiste français? Jour après jour, les dirigeants communistes frappent à coups redoublés sur le Parti socialiste. Jour après jour, contre le Parti socialiste, contre son premier secrétaire François Mitterrand, tout leur est prétexte à répéter comme vérité les allégations les plus fantaisistes, les plus mensongères. Le 29 mai encore, ouvrant la campagne officielle télévisée pour les élections à l'Assemblée européenne, Georges Marchais a utilisé la moitié de son temps d'antenne à attaquer le Parti socialiste. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette violence? Et à qui profite cette campagne antisocialiste? Femmes et hommes de gauche, vous le savez, cette campagne ne profite qu'à la droite. Déjà, l'an dernier, en concentrant ses attaques contre le Parti socialiste, en rompant avec l'union de la gauche, le Parti communiste a sauvé la droite de la défaite. Un an après, chacun peut mesurer où nous a conduit l'échec de la gauche, voulu par Georges Marchais et les autres dirigeants communistes. Jean-Jacques Servan-Schreiber, il faut être supranational pour défendre les intérêts des Français. Seul un pouvoir européen est capable de faire face aux graves problèmes économiques de l'heure. Grand meeting du Parti communiste ce soir, porte de Pantin à Paris, meeting animé par Jackie Hoffman, numéro 2 de la liste communiste, Paul Vergès, Emmanuel Maffre-Boger et Georges Marchais, dont on attend avec intérêt la réponse au communiqué socialiste d'aujourd'hui. Vous voyez des images en direct de ce rassemblement qui commence à 20h30. Jean Edernalier, tête de la liste Région Europe, demande aux électeurs de panacher les listes des 4 grands partis et donc de les rendre nulles afin de leur donner une leçon de démocratie. Enfin, les 11 ministres RPR ont rendu public cet après-midi une déclaration commune de soutien à Raymond Barre. C'est M. Robert Boulin qui en donne lecture. Les attaques répétées dont font l'objet la politique du gouvernement
et la personne du Premier ministre nous font un devoir de réaffirmer la solidarité qui nous unit dans l'action conduite par M. Raymond Barre avec un courage et une détermination exemplaires. La majorité issue de la victoire de mars 1978 a soutenu sans défaillance l'action du gouvernement. L'unité de cette majorité est plus que jamais nécessaire pour répondre aux graves difficultés qui, dans une conjoncture internationale dangereuse, assaillent notre pays. Certes, si l'on s'en tient au terme de cette déclaration, les 11 ministres RPR n'interviennent donc pas directement dans la campagne des européennes. Robert Boulin a d'ailleurs indiqué que le devoir de réserve était la règle pendant cette période électorale. Certes, le nom de Jacques Chirac n'est pas prononcé dans le texte, mais le ministre du Travail n'a pas caché que l'allusion aux attaques répétées, a-t-il dit, contre le gouvernement et le Premier ministre, visait notamment les propos du président du RPR. Alors au total et au-delà de ce texte, il est possible de dire ceci. Le 9 avril dernier, les ministres RPR avaient lancé un avertissement à Jacques Chirac. Cessez vos attaques, disait-il en substance, et nous réexaminerons notre attitude. Eh bien, les 11 ministres n'ont pas voulu aller plus loin, mais leur déclaration d'aujourd'hui, leur soutien à Raymond Barre, mise en cause dans la campagne par le RPR, sonne comme un nouvel avertissement. Comme Olivier Guichard, comme Michel Cointat, les ministres RPR prennent date pour le 11 juin, le lendemain des élections. C'est à l'occasion du bilan électoral que seront sans doute examinés sur le fond les problèmes internes du RPR. Et nous sommes obligés ce soir de reparler du trou, du célèbre trou, pas celui des Halles, celui de la sécurité sociale. C'est quelque chose qui revient périodiquement et qui n'a rien de réjouissant. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a annoncé aujourd'hui qu'il va manquer 11,5 milliards dans sa trésorerie fin juin et ajoute que le relèvement récent des cotisations, c'était le 1er janvier dernier, n'a pas permis d'amortir le déficit de 78 et qu'il s'avère insuffisant pour couvrir les dépenses arrivant à échéance. On pouvait penser que, pour un temps au moins, la sécurité sociale pourrait surmonter ces difficultés financières. Il ne semble pas que ce soit le cas. Faisons le point avec François Gault. Un trou de trésorerie, ce n'est pas forcément un déficit, c'est vrai. Il n'empêche qu'un trou de 11 milliards de francs représente tout de même plus d'une semaine de prestations pour la sécurité sociale. En réalité, ces difficultés de trésorerie sont la marque d'une évolution inquiétante. Fin 1979, le déficit de la sécurité sociale pourrait atteindre plusieurs milliards de francs. Et cela, malgré l'augmentation importante des cotisations décidée en décembre dernier et qui doit apporter 11 milliards de recettes nouvelles. Alors pourquoi cette aggravation ? Eh bien, l'explication est très simple. Les dépenses de la sécurité sociale augmentent beaucoup plus vite que ses recettes, et même de plus en plus vite. Ainsi, les dépenses de l'assurance maladie, par exemple, progressent 2 fois plus vite que ses recettes. Et viennent aussi freiner les recettes, d'une part l'évolution modérée des salaires sur lesquels on prélève les cotisations, et d'autre part, à cause du chômage, la croissance moins rapide du nombre des salariés. Tout cela signifie qu'il va falloir, avant la fin 1979, trouver d'autres solutions, renforcer les contrôles et surtout stopper l'inflation des dépenses. Eh oui. Nous avons en France 4 950 km d'autoroutes et chaque année, plusieurs centaines de kilomètres supplémentaires sont construits. Mais l'autoroute, ce n'est pas seulement les voies où l'on circule, c'est tout ce qu'il y a de chaque côté, c'est-à-dire de multiples services que l'usager paie parfois cher, et même très cher. Les restaurants et les dépannages, par exemple. Ma dernière expérience, 125 francs entre Marseille et Toulon pour avoir dérangé seulement une dépanneuse dont je n'ai même pas eu à me servir parce que j'avais réparé tout seul mon allumage. Quant aux factures des restoroutes, tout le monde en connaît le prix exorbitant. René Monory, ministre de l'économie, et Joël Le Teul, ministre des Transports, ont condamné cette politique des prix sur les autoroutes en prenant cet après-midi différentes mesures applicables dès le 1er juillet. 2 objectifs pour le gouvernement. Améliorer la qualité des services tout en abaissant leurs coûts, en stimulant la concurrence, et mieux informer les usagers. Première mesure, celle concernant les restaurants et les garages. Actuellement, seules quelques grosses sociétés se partagent le monopole de la restauration sur les autoroutes. Dès le 1er juillet, fin de cette situation en créant de nombreux stands de vente à emporter dans les restaurants, les stations-service, sur les aires de repos et sur les nouveaux tronçons d'autoroute, implantation de petits restaurants régionaux. Autre situation de monopole remise en cause, celle des garages agréés par les sociétés concessionnaires qui se partagent les tronçons d'autoroute. Dès le 1er juillet, l'automobiliste en panne pourra choisir son garage et exiger une facture claire et précise, établie suivant un modèle type.
D'autres mesures, enfin, pour réconcilier l'automobiliste et l'autoroute, une meilleure organisation des stations-service afin de réduire les files d'attente et la création d'ici la fin de l'année de plus de 300 cabines téléphoniques. Enfin, pour développer l'information, augmentation du nombre des centres de renseignement, dans les gares de péage par exemple, distribution de dépliants, parution d'un guide des autoroutes, émission de télévision et création d'un numéro de téléphone, sorte de SVP autoroute, commun à toutes les sociétés concessionnaires. Ce numéro, d'habitude il fait toujours beau. Le numéro de téléphone, oui en effet. Le numéro de téléphone ne sera connu qu'avant les départs en vacances. Il n'est pas connu pour l'instant. Et si malgré toutes les mesures qu'on vient d'annoncer, les automobilistes n'étaient pas satisfaits, il y a une autre chose à préciser, c'est qu'il pourra toujours exprimer son mécontentement sur des cahiers de doléances. On nous assure que chaque réclamation aura une réponse. Je n'en suis pas très sûr. D'habitude, il fait toujours beau à Roland-Garros, j'étais pressé d'en arriver là, et le tournoi réputé comme le plus ensoleillé du monde, ou à peu près, c'est toujours cela depuis 10 ans. Eh bien aujourd'hui, la pluie s'est abattue sur les internationaux de France, avec pourtant un très beau rayon de soleil pour nous, Français. En fait, la première grande surprise du tournoi, puisque Gilles Moreton, 21 ans à peine, un Apollon de la raquette, a éliminé l'Argentin Clerc, classé pourtant tête de série numéro 12. Et Gilles Moreton a gagné en 3-7, s'il vous plaît, 6-4, 6-2, 6-3. Grand, blond, bouclé, un visage d'archange, c'est vrai que Gilles devait plaire aux spectatrices de Roland-Garros. Mais Gilles Moreton était surtout très concentré cet après-midi. Il remportait les 2 premières manches, la pluie s'en mêlait, mais après l'averse, Moreton continuait à accumuler les balles gagnantes. Voici bientôt la dernière, service José Luis Clerc, argentin, 12e joueur mondial. La balle sera bientôt faute. Moreton, classé 182e mondial, remporte sa première grande victoire. Et j'apprends à l'instant que le Français Bedel vient de sortir le Britannique Lloyd. Très bien. Les autres nouvelles, Jean-Louis Burgat, de ce journal. Toutes les organisations syndicales ont quitté la séance de la délégation permanente de la formation professionnelle ce matin à Paris. La CGT, la CFDT, FO, la FEN, CFTC et CGC devaient donner leur avis sur le pacte national pour l'emploi des jeunes décidé hier en Conseil des ministres. Les 6 organisations ont voulu protester contre ce qu'elles ont appelé un simulacre de concertation de la part du gouvernement, le contenu du pacte ne leur ayant été remis qu'au début de cette réunion, alors qu'il avait été rendu public la veille. Hausse des tarifs du téléphone, plus 6,5% dès demain. Le prix de la taxe de base passera de 47 à 50 centimes. En revanche, une meilleure nouvelle, l'augmentation vraisemblable des allocations familiales de plus de 11%. C'est une décision qui devrait être prise au prochain Conseil des ministres. Mangeons des fraises et des cerises. Depuis le début de la semaine, ces fruits ont baissé de près de 50%. 2 raisons. D'une part, cette année, la production est abondante. Ensuite, le long week-end de l'Ascension a désorganisé le marché. Et ce sera la même chose mardi prochain. Malheureusement, cette baisse à la production n'est pas toujours bien répercutée par les commerçants. Plusieurs décès à l'hôpital de la Pitié à Paris à la suite d'incidents post-opératoires. Une quinzaine de malades, en particulier dans le service de chirurgie cardiaque du professeur Cabrol, ont été pris de violentes fièvres quelques jours après l'opération. Certains en sont morts. Les interventions chirurgicales ont été suspendues pendant quelques jours. Elles ont repris depuis sans nouvel incident. On soupçonne un lot de plasma provenant du centre de transfusion sanguine de Paris d'être à l'origine de ces infections. Décès de M. Jean Chauvel, l'ambassadeur de France. M. Chauvel avait été, entre autres, représentant de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, ambassadeur en Autriche et en Grande-Bretagne. Il laisse une œuvre littéraire importante qui porte sur 30 années capitales de la diplomatie mondiale. Au centre Pompidou, après Paris-New York et Paris-Berlin, ouverture aujourd'hui de l'exposition Paris-Moscou. C'est la 3e exposition qui raconte l'aventure artistique de Paris. 2 volets, avant et après la Révolution de 1917. On y retrouve des mobiliers, des souvenirs de la 3e internationale, des maquettes, des pavillons de l'exposition des Arts Déco à Paris en 1925 et une grande section littéraire sur le futurisme. L'exposition, inaugurée par Jean-François Poncet, Jean-Philippe Leca et le ministre de la Culture d'Union soviétique, sera ouverte jusqu'au 5 novembre et tous les jours de midi à 22 h, sauf le mardi. Monsieur Jean Izard, nouveau directeur général de Radio France. Monsieur Izard a fait toute sa carrière dans l'audiovisuel. Il succède à Gabriel de Broglie, nommé à la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel. Didier Pironi, qui devait constituer l'équipage vedette des 24 heures du Mans avec Jackie X, ne participera pas à la course. Son patron en Formule 1, Ken Tyrrell, vient de s'y opposer.
Football, les forgerons de Guignon ne joueront pas en première division. Le club ne voulait pas abandonner son statut pour passer professionnel, malgré ses résultats au championnat de France. Or, cette condition étant obligatoire, les dirigeants de la fédération se sont opposés à la montée des Bourguignons parmi l'élite. Ce retrait devrait profiter à Valenciennes ou au Paris FC, deux clubs menacés de descendre en seconde division. Enfin, le tiercé qui secourait aujourd'hui à Chantilly. Il fallait jouer le 15, l'As et le 11. Les rapports dans l'ordre 11 747 francs et 50 centimes. Dans un ordre différent, 2 349 francs et 50 centimes pour 5 francs. Et le temps, pour finir ce journal. Le temps, eh bien oui, la fête à la grenouille a continué aujourd'hui. Beaucoup de pluie presque partout, avec des températures en chute libre. Les plus basses au début de l'après-midi, c'était au Havre par exemple, 11 degrés, mais il faisait toujours beau dans le midi, 28 à Marignane. Demain, le temps restera assez médiocre, il pleuvra par moments avec des orages sur la moitié est et sur le massif central. Il y aura des bancs de brouillard de la Loire au bassin parisien et au nord. Ensuite, un temps très nuageux et pluvieux sur ces régions, mais tout de même de belles éclaircies d'après-midi. Brumes et nuages également le matin sur l'ouest, mais c'est par là que viendra l'amélioration générale. Il fera beau dans la journée sur la Normandie, la Bretagne, la Vendée et l'Aquitaine. Vous voyez les petits rayons de soleil et j'espère que ça va se généraliser pendant tout le week-end. Voilà, dernier journal, Jacques Poux, vers minuit 10. Merci de votre attention au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité.